Bonjour les amis. Nous avons quitté Marie-Madeleine et je voudrais vous parler aujourd'hui et peut-être encore pour une ou deux œuvres supplémentaires des natures mortes. En effet, nous sommes confinés chez nous, nous avons autour de nous tous nos objets familiers et ça sera peut-être une manière de les redécouvrir différemment et de découvrir également différemment les œuvres des artistes classées sous le genre nature morte. Alors tout d'abord, un petit point sur ce terme nature morte. Le terme n'apparaît qu'à la fin du XVIIe siècle. Jusque-là, on employait l'expression cose naturali, chose naturelle, qui avait été utilisée par Giorgio Vasari. Il est très intéressant de noter que les premières œuvres consacrées entièrement à ces cose naturali apparaissent en Flandre au XVIIe siècle sous le terme de stillleven pour des pièces de fruits, fleurs, poissons ou des pièces de repas servis. Ce terme ensuite adopté par les Allemands, Stillleben, et par les Anglais, still life, que l'on peut traduire par vie tranquille, vie silencieuse ou vie immobile. En Espagne, l'expression relative aux natures mortes est bodegón, qui dérive du terme bodega, qui est un lieu de rangement alimentaire. Le terme nature morte fait son apparition en France au XVIIIe siècle. C'est une expression que je trouve beaucoup moins poétique et moins riche. J'ai donc choisi d'employer le terme still life tout au long de ma présentation, car je pense que cela change considérablement la façon d'aborder ces peintures, puisque ce concept renonce à l'absence de vie dans les objets. Les objets sont considérés comme des êtres animés. En ce sens, les still life peuvent avoir une fonction narrative, nous y reviendrons plus loin. Alphonse de Lamartine, dans Harmonie poétique et religieuse, écrivait « Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?» Je vous présenterai donc aujourd'hui une nature morte du XVIIe siècle, considérée comme le siècle d'or hollandais. C'est un tableau de Pieter Claesz de 1627, intitulé, on trouve plusieurs titres, Nature morte à la tourte de dinde ou Nature morte aux huîtres, à la tourte et à la dinde. En tous les cas, il est conservé au Rijksmuseum d'Amsterdam. Pieter Claesz est parmi les peintres à l'origine de ce nouveau genre des still life. Il faut, pour mieux comprendre l'apparition de ce genre, se pencher un petit peu sur l'histoire de la Hollande. Rappelons que la Hollande est devenue république protestante à la suite de la révolte contre les Espagnols qui débouche sur l'indépendance du pays obtenue au cours de la guerre de 80 ans. À l'issue de cette guerre, les Pays-Bas originels se trouvent divisés entre les Pays-Bas du Sud, à peu près la Belgique actuelle et les départements français du Nord et du Pas-de-Calais. Ces territoires ont été reconquis par les Espagnols et le catholicisme est imposé par la force. Les Pays-Bas du Nord, le royaume des Pays-Bas actuel, deviennent indépendants et protestants, essentiellement d'obédience calviniste. Mais la conséquence de l'installation du protestantisme est que les peintres ont perdu les commandes de l'aristocratie et surtout de l'Église, puisque les temples ne sont pas ornés d'œuvres représentant les saints ou autres épisodes liturgiques qui avaient été abondamment développés par la Contre-Réforme. Les artistes s'orientent donc vers une peinture s'adressant à tout le monde, qu'il s'agisse de classes moyennes comme des artisans, des commerçants, mais également à une nouvelle bourgeoisie. C'est ce qui explique les petits formats de tableaux destinés à décorer les maisons hollandaises et justifie le nom donné à ces œuvres de petits maîtres hollandais. Les bourgeois cherchent à meubler leur maison avec de petits tableaux dont le coût est moindre également et dont les thèmes sont proches de leur vie quotidienne et mettent en évidence les objets de prix dont ils s'entourent. Vous aurez noté que les titres de l'œuvre dont nous parlons aujourd'hui sont tout à fait prosaïques, dénotant des préoccupations de ménage bourgeois et presque un peu ridicules. Mais nous verrons qu'il faut aller plus loin et ne pas s'arrêter à ce premier niveau. La production de ces petits maîtres hollandais est presque devenue une production en série, car la demande était forte,
Mais chez les artistes de talent, dont Peter Claes et bien d'autres, elle atteint des sommets de virtuosité. Alors que voit-on? Une table présentant des reliefs de repas, recouverte d'une belle nappe blanche. Amusez-vous à recenser tout ce qu'on y trouve. Je ne vais pas en faire l'énumération exhaustive, mais seulement vous suggérer d'observer. Les objets, aiguières, verres, plats et le rendu des différents matériaux. Les reflets, comme une mise en abîme de la scène, dans l'étain de l'aiguière et le vin dans le verre. On note que Claes devait utiliser des objets personnels car on en retrouve certains de toile en toile. Si vous allez vous promener un petit peu sur Internet dans des images de Peter Claes et d'autres peintres hollandais, vous verrez qu'effectivement on retrouve ces objets familiers. Remarquez aussi le coquillage nacré monté sur pied doré et du poivre dans une coupelle en argent, évoquant peut-être la compagnie néerlandaise des Indes orientales à l'origine de la prospérité et de la richesse du pays. Une corbeille de fruits, en équilibre instable avec du pampre de vigne, la dépouille d'une dinde avec une fleur dans le bec et une tourte à la dinde entamée. Donc une série de transformations du vivant vers le mort. Et puis du pain tranché, des huîtres ouvertes, des noix et noisettes décortiquées, un citron épluché. Que peut-on déduire de cette observation? Ce type de représentation est tout d'abord l'occasion de prouver l'habileté de l'artiste. Chez Claes, on note une remarquable maîtrise dans le traitement de la matière et l'utilisation de la lumière. Il peint les reflets se répercutant d'un objet sur un autre, ce qui permet de distinguer une assiette en étain d'une assiette en argent, un plat en cuivre, un pot en céramique. On note également le chevauchement des objets, l'un devant l'autre, l'un sur l'autre, ou la position en biais des couteaux, des cuillères, qui crée une plus grande profondeur. On sent toujours la présence de l'homme dans les natures mortes hollandaises. Le sujet des still life se passe toujours dans une maison dont les fenêtres sont reflétées dans les carafes, dans les bocaux et dans les verres. La nourriture est toujours déjà touchée. L'ordre des choses est bouleversé. Ce n'est pas le début du repas et ce n'est pas la fin. Ce sont les objets dans leur activité, dans l'état de leur utilisation, de leur consommation. Les objets racontent donc une histoire, l'une évidente et l'autre cachée. Pour comprendre ces histoires, il faut se plonger dans la symbolique des objets. En effet, les peintres peuvent puiser dans deux sources d'inspiration pour réaliser leurs tableaux. À la fois glorification d'une vertu morale et célébration de la vie terrestre, le genre ne tranche pas, mais se rapproche tantôt d'un pôle, tantôt de l'autre, suivant le contexte et ce que le spectateur veut bien y voir. Ils sont une invitation à méditer et à considérer la condition humaine fugace et fragile, et encourager le public à mener une vie bonne et religieuse. L'écorce du citron pelé, par exemple, est un motif récurrent dans les natures mortes flamandes et hollandaises. Elle représente le déroulement de la vie terrestre, abandonnant l'enveloppe matérielle pour libérer l'essence spirituelle. Le jus de citron, qui était mélangé au vin pour atténuer ses effets, en fait également un symbole de mesure. Les aliments, le plus souvent périssables, sont en proie au temps qui passe, les abîment, les transforment. Tout a été en partie consommé et fait donc référence à la mort. On trouve également dans certains still life des crânes qui apparaissent. Nous l'avons vu chez Marie-Madeleine, on appelle cela une vanité. Paul Claudel écrit « La nature morte est un arrangement en train de se désagréger. C'est quelque chose en proie à la durée. » On trouve également dans ces tableaux l'expression de la religion cachée derrière les symboles, comme par exemple une coupe de vin remplie, et des raisins qui renvoient au sang du Christ et à l'Eucharistie, ainsi que le pain. Les fruits frais renvoient au paradis. Ceux avec des défauts ou des insectes renvoient à l'enfer. On trouve souvent aussi des homards et des crabes, qui ont la capacité de changer de carapace et font référence à la résurrection. Les couteaux sont les symboles du mal,
évoquant la lance qui perça le flanc de Jésus sur la croix, et souvent voisin des symboles de la vanité et de la chair faible, comme le jambon déjà coupé ou les gibiers morts. Les fruits déjà consommés ou coupés rappellent le fruit du péché. Mais les plaisirs de la vie sont également évoqués dans le même espace du tableau. Le concept de fécondité, composé des symboles féminins et masculins, développé dans les formes géométriques comme les assiettes rondes, les calices et les verres allongés, ainsi que dans les présentations de produits aphrodisiaques comme des huîtres ouvertes et consommées. Les fruits et les fleurs sont les cadeaux de la terre, les poissons, les coquillages, les cadeaux de la mer. Voilà, au terme de cette présentation, j'espère que vous ne verrez plus exactement de la même manière les objets autour de vous, mais également tous ces tableaux de nature morte devant lesquels on passe souvent sans s'arrêter parce que c'est un peu toujours pareil, parce qu'on croit qu'il n'y a pas de vie. Or, il y a la still life. Alors je vous suggère, pour vous amuser un peu, de réaliser chez vous une nature morte avec des objets que vous allez prendre autour de vous, des tissus, et que vous allez installer un petit peu à la manière hollandaise, avec ses déséquilibres, ses chevauchements, ses entamements, voilà. Et puis vous vous amusez à la photographier en l'éclairant de manière différente, avec une torche, avec un spot, à faire varier l'éclairage, à travailler sur les reflets, et vous allez voir que vous allez bien vous amuser. Et si vous faites des photos comme ça, mettez-les sur le site. C'est toujours très sympa de voir ce qu'on fait de ces choses-là. Alors, bonne journée les amis, et à bientôt.